Alors maintenant, le dernier sujet qui est à notre ordre du jour, c'est l'examen d'un rapport d'information de nos collègues Fromion et Joachim Pueyo sur l'Europe de la défense. Voilà. Pas trop long. On peut les partager en deux si tu veux. Non, tu fais autant. Bien, Madame la Présidente, mes chers collègues, je voudrais remercier Madame Valois-Bast qui nous a bien facilité la tâche parce qu'elle a programmé beaucoup d'auditions et notamment elle nous a permis d'assister à un forum organisé par la Fondation d'Hannover sur l'Europe de la défense. Alors, peut-être vous expliquer les motifs de cette mission, la publication du nouveau livre blanc étant prévue en janvier 2013, il nous a semblé important de rappeler avant cette échéance que les choix qui seront effectués pour l'avenir de la défense française devront impérativement prendre en compte sa dimension européenne. Alors on peut se poser la question, pourquoi une relance de l'Europe de la défense? Cela signifie-t-il que cela est inexistant actuellement? C'est vrai qu'on a pris conscience d'un échec récent entre la fusion EADS et BAI System, des restrictions budgétaires actuelles qui affectent également toutes les défenses européennes, pourraient conforter cette idée. Mais incontestablement, pourtant, ce constat est, à notre sens, exagéré, et nous espérons que le contenu du présent rapport contribuera à le démontrer. Il est vrai cependant que les potentialités de l'Europe de la défense sont, de l'avis de vos rapporteurs, largement sous-utilisées. Alors pourquoi l'Europe de la défense et non la défense de l'Europe? Bon, vous le savez, c'est parce que la seconde est déjà assumée par l'OTAN. Et la première, même si elle est tout à fait complémentaire de la seconde, doit être entendue sous l'angle plus large de la préservation des intérêts européens dans le monde, qui peut notamment exiger la stabilisation de certaines régions. Établi à mi-parcours, ce rapport d'étape ne prend pas en compte tous les aspects de la question. Néanmoins, ce rapport vise à présenter de façon assez complète l'état des lieux de la politique de sécurité et de la défense commune, en mettant en exergue notamment les avancées du traité de Lisbonne, encore largement sous-exploitées quand elles ne restent pas lettre morte. Tel est le cas notamment de la coopération structurée permanente, mais je laisserai le soin à mon collègue de développer les avancées du traité de Lisbonne et notamment ce qu'on trouve dans la notion de CSP. Ce faisant, gardons toujours à l'esprit la volonté de démontrer pourquoi la relance de l'Europe de la défense n'est pas une utopie. Nous espérons que le prochain livre blanc saura enfin véritablement prendre en compte la dimension européenne de la défense française. Notre bilan insiste d'abord sur les avancées permises ou facilitées par le traité de Lisbonne, avancées dont l'Europe n'a pas encore pleinement tiré parti. Je laisserai le soin à mon collègue de faire un point précis sur le traité de Lisbonne. Mais je voudrais également vous dire qu'il y a une autre innovation fondamentale qui concerne également la clause de défense mutuelle, qui prévoit que dans le cas où un État membre est l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens à leur pouvoir. Ce souci doit cependant s'exercer dans le respect de la politique de neutralité de certains États membres et du traité de l'OTAN, comme fondement de la défense collective de ses membres. L'Europe de la défense apparaît ainsi intrinsèquement liée à l'OTAN. C'est vrai, c'est notre difficulté, l'OTAN, l'Europe de la défense. On l'a vu encore cet après-midi avec l'ambassadrice d'Allemagne qui a bien rappelé quand même le rôle et l'attachement de l'Allemagne à l'OTAN. Ça a été très clair cet après-midi. Cependant, un pas décisif est également franchi avec la possibilité désormais offerte au Conseil de confier la mise en œuvre d'une mission militaire à un groupe d'États membres qui le souhaitent et qui disposent de moyens adéquats. Alors, je ne vais pas rappeler ici toutes les conventions bilatérales qui ont pu être faites dans le cadre de ce concept d'Europe de la défense, bien sûr, entre l'Angleterre, avec Wehrmacht Plus, entre l'Allemagne et différents pays. Cependant, vos rapporteurs estiment qu'à l'heure où la France prône la relance de l'Europe de la défense,
on souhaiterait effectivement que le gouvernement puisse prendre des initiatives pour entraîner d'autres pays. Parce qu'on l'a vu notamment dans la diminution significative de la contribution de la France à des missions de la politique de sécurité de défense commune, notamment on a pu constater que l'implication de la France avait diminué, notamment on constate que sur certaines missions comme l'opération EUCAP Sahel-Niger, 8 Français sur 22 personnels ont été envoyés, de même concernant la Géorgie avec 2 Français seulement sur un effectif de 320 personnels, ou le Congo où nous ne sommes que 10. Donc il y a quand même ici une diminution. Nous sommes convaincus à l'issue de ce bilan d'étape qu'une véritable Europe de la défense pourrait se mettre en marche. L'état des lieux démontre par ailleurs que, contrairement à certaines assertions ou considérations trop pessimistes, les prémices de cette Europe de la défense existent déjà, sont là pour en témoigner les opérations civiles ou militaires déjà menées ou en cours dans le cadre de la PSDC. Puisque la volonté politique, en tout cas française, de relance de l'Europe de la défense est aujourd'hui clairement affirmée, la France se doit d'apporter à la politique européenne de défense les moyens de son ambition. Cependant, nous pouvons constater que les budgets se resserrent dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. En conséquence, la mutualisation capacitaire pourrait être une solution permettant de maintenir à l'échelle européenne la performance de l'outil de défense. Certes, le pilier européen de l'OTAN est incontestable. Néanmoins, le choix des Américains, par exemple, de porter leur attention davantage vers l'Asie, doit conduire les Européens à davantage assumer leurs responsabilités à l'avenir. Aussi convient-il de souligner qu'avec les soutiens, par exemple, du ministre de la Défense, l'Agence européenne de défense a proposé une série de projets capacitaires visant à assurer la capacité d'action européenne. Donc, bien sûr, nous pensons aux moyens de ravitaillement en vol. Il y a eu des communiqués récents avec des décisions intéressantes qui ont été prises concernant la reconnaissance, concernant également la surveillance. On passe bien sûr aux drones, par exemple. Et puis également l'Agence de défense européenne, recommande à combler certaines lacunes récurrentes et à améliorer la déployabilité des capacités européennes. Enfin, 2 mesures ou 2 décisions ou 2 déclarations importantes qui renforcent malgré tout ce concept d'Europe de la défense. D'une part, la déclaration du 15 novembre 2012 des États Wehrmacht+, France, Allemagne, Pologne, Espagne, Italie. C'est une véritable ouverture très encourageante et la France est suivie dans sa volonté de relance de l'Europe de la défense à travers Weimar+. À cet égard, le code de conduite sur le partage et la mutualisation capacitaire adopté par les ministres de la Défense le 19 novembre dernier est également un signal fort. Cependant, il convient, à mon sens, que cette Europe de la défense nécessitera d'ouvrir, à mon avis, conjointement, la porte d'une relance de l'Europe politique. Ce matin, je fais un aparté, mais nous étions en audition avec M. Bourlange, et il m'a frappé lorsqu'il a dit tout compte fait, les coopérations renforcées, ça dépend du périmètre. Et si effectivement on crée des coopérations renforcées avec tel pays, ce n'est pas quand même l'Union européenne. Et ça, c'est vraiment un débat de fond. Donc, Europe de la défense, c'est quand même très lié à l'avancée qu'on fera au niveau de l'Europe politique. C'est-à-dire, tant qu'on n'ouvre pas la porte politique de l'Europe, je pense qu'on sera freiné dans l'Europe de la défense. Bien. Alors, je vais donc me saisir du micro pour assurer la continuité de l'exposé. Et je vais me concentrer, comme l'a dit Joachim Pueyo, sur les dispositions du traité de Lisbonne qui se rapportent à la question que nous abordons. Il faut bien reconnaître que c'est la première fois que, dans un traité européen, la question de la défense est abordée de façon aussi précise que c'est le cas dans le traité de Lisbonne. Alors je vais, sans rentrer dans le détail, rappeler simplement les dispositions qui figurent dans ce traité et je développerai par contre plus spécialement la coopération structurée permanente.
Alors chacun sait que dans le traité de Lisbonne a été naturellement réaffirmée l'existence du haut représentant pour les affaires européennes et la politique de sécurité, lequel haut représentant, qui est en fait une haute représentante, Madame Ashton, est en même temps vice-présidente de la Commission, ce qui est important parce que ça assure la cohérence avec la Commission. Elle préside le Conseil Affaires étrangères et elle est mandataire du Conseil pour la conduite de la PESC. À côté du haut représentant, ou plutôt j'allais dire sous le haut représentant, a été créé donc le service européen d'action extérieure, qui est une sorte de service diplomatique de l'Europe, qui a aujourd'hui une consistance qui n'est pas négligeable, puisque on compte pratiquement 3600 agents, alors qui sont soit des agents purement européens, sous statut européen, soit des agents des nations qui sont mis à disposition sous une forme ou sous une autre. Donc on voit que l'Union européenne commence à avoir une existence hors de son périmètre. Et puis, je vais insister sur aussi un autre point qui est le fait que le traité reconnaît l'objectif d'une défense commune dans son article 42 et des clauses de défense mutuelle. C'est d'ailleurs ce qui a été dit il y a un instant par mon collègue. L'objectif d'une défense commune, bon, bien sûr, c'est très théorique. Mais ça figure, c'est écrit. Il est inscrit que l'Union européenne doit se diriger à la mesure de ses possibilités et comme elle le pourra, mais vers une défense commune. C'est donc une affirmation très forte puisqu'elle figure dans le traité. Figure également dans le traité le renforcement de l'Agence européenne de défense, qui était auparavant un organisme qui était né d'une action commune, mais qui n'avait pas une existence, si je puis dire, institutionnelle. Aujourd'hui, l'Agence européenne de défense a cette reconnaissance institutionnelle. Elle a 4 missions, que je rappelle brièvement. Elle doit développer les capacités de défense des États membres, ou tout au moins s'attacher à le faire. Elle doit essayer de développer un marché européen des équipements de défense. Elle doit promouvoir la recherche dans le domaine de la défense et renforcer les coopérations en matière d'armement. Il est également prévu que le domaine de la défense puisse s'ouvrir au mécanisme des coopérations renforcées. Dans le précédent traité, la défense était exclue de ce champ des coopérations renforcées. Donc les coopérations renforcées, aujourd'hui, peuvent s'appliquer également dans le domaine de la défense. Et puis enfin, je vais insister sur ce qu'on appelle la coopération structurée permanente, qui n'est qu'un projet, qui figure aux articles 42 et 46 du traité, et surtout dans un protocole additionnel qui détaille très expressément et très précisément ce que pourrait être ce mécanisme de coopération structurée permanente. En fait, la coopération structurée permanente, c'est un peu le noyau d'une Europe de la défense. Je serais même tenté de dire que c'est un peu une pépinière, ou ça devrait être une pépinière de l'Europe de la défense. Bien alors, comment ça marche ? La coopération structurée permanente est une fonction qui est ouverte à tous les États membres qui rempliront les conditions pour pouvoir adhérer. Je ne vais pas rentrer dans les mécanismes d'adhésion, comment tout ça se passe, parce que ce serait un peu trop long, mais je voudrais simplement dire que c'est une option qui est ouverte. On ne décide pas que 27 ou 26 États vont devoir rentrer dans la coopération structurée permanente. C'est une démarche volontaire qui peut se faire progressivement à partir d'un noyau d'États pionniers, on va dire ça comme ça, qui peu à peu créeront cette coopération, en fixeront les règles, se donneront les objectifs et proposeront aux autres États d'y adhérer s'ils le souhaitent, à condition naturellement qu'ils acceptent les règles que se seront données les pays qui font partie de la coopération structurée permanente. Alors, la question qui a été posée lorsque il s'est agi de réfléchir à cette coopération structurée permanente, et ça date maintenant de l'adoption du traité, il y a donc un problème de critères. Qui peut prétendre à rentrer aujourd'hui dans la coopération structurée permanente ou qui peut, à la limite, déclencher le mécanisme? Bon. Alors, il y a en fait 2 critères obligatoires. Il faut s'engager à procéder plus intensivement au développement de ses capacités de défense par le développement de ses contributions nationales. Et j'essaierai de faire l'exégèse de cette phrase qui est un petit peu sibylline. Et puis, deuxièmement, la capacité à fournir des unités militaires configurées comme des groupements tactiques avec tout le soutien qui va avec. Donc là, on a 2 obligations impératives. Et puis, il y a des engagements facultatifs ou optionnels qui sont tout particulièrement la participation, le cas échéant,
au développement de programmes d'équipement, et j'insiste sur le mot « le cas échéant ». Et deuxièmement, la participation, le cas échéant, et j'insiste encore sur le cas échéant, à des forces multinationales, c'est-à-dire clairement à des opérations sur une partie ou une autre du monde où l'Union européenne souhaiterait s'engager. En fait, on voit bien qu'il y a des compétences obligatoires et des compétences facultatives ou optionnelles, un peu comme nous dans nos communautés de communes et toutes nos structures intercommunales. Alors, je vais revenir sur la question du développement des contributions nationales, parce que c'est ça qui a fait débat et c'est ça qui aujourd'hui encore bloque le lancement de la coopération structurée permanente. Certains se sont dit il faut qu'on pose une clause de pourcentage du PIB. Voilà, on ne pourra rentrer dans la coopération structurée permanente que si on s'engage à dépenser 1, 1,5, 2% de son PIB. Tout ça, évidemment, a conduit à un immobilisme stérile, parce que c'est en fait pas ce que ont voulu et ont souhaité les rédacteurs de cette disposition. En fait, l'obligation de développer des contributions nationales ne veut pas dire que l'on soit dans l'obligation de développer son budget de la défense. Je prends un exemple. Si la France décide d'affecter une part plus grande de son budget de la défense au nucléaire, le nucléaire n'est pas quelque chose qui peut rentrer dans le cadre de la coopération structurée permanente, puisqu'il n'a jamais été question de mutualiser, si je puis dire, le nucléaire. Et donc, c'est là où on voit que l'approche du montant du budget est une approche fausse. Donc, ce que nous pensons, c'est que, en fait, il faut que l'État qui est candidat s'engage à dépenser mieux en fonction, ou plutôt au bénéfice de l'Union européenne. C'est-à-dire que dans la part de son budget national, il faut effectivement qu'il y ait une part significative qui soit fléchée, dédiée vers des besoins qui sont propres à l'Union européenne. Et si on interprète de cette façon-là le texte du traité de Lisbonne et notamment du protocole, on voit bien qu'il n'y a plus de blocage théorique avec des pourcentages de budget de la défense qui doivent croître ou correspondre à un certain niveau. On voit bien que c'est au fond l'apport de chaque État à l'Union européenne et à la défense collective qui doit être prise en considération. Et je pense que si on arrive à faire passer cette idée, à faire comprendre que c'est ça la bonne analyse, on aura véritablement fait avancer les choses. Alors après se posent naturellement des questions diverses. Est-ce que la coopération structurée permanente doit être inclusive ou exclusive? En clair, est-ce qu'il faut aller le plus rapidement possible vers une coopération structurée permanente, c'est-à-dire un dispositif militaire qui intégrerait la totalité ou la quasi-totalité des États, ou bien est-ce qu'au contraire, il faut aller dans une démarche progressive, souple, adaptée, qui permette de faire la part de chaque État en fonction de ses problèmes? Bon, je crois que le texte est à cet égard extrêmement clair. Il n'est pas du tout question qu'il y ait de position contraignante. Les États qui sentent le besoin ou l'intérêt d'adhérer à la coopération structurée permanente le font le jour où ils se sentent prêts à le faire et où ils voient l'intérêt de le faire. Donc la question de l'inclusivité ou de, j'allais dire, l'exclusivité, de l'exclusion, n'est pas un problème majeur en soi. Et la souplesse du texte est extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que un des grands reproches qui est fait à toute forme de coopération européenne, lorsqu'on veut associer des États qui n'ont pas le même niveau, notamment d'industrie d'armement, c'est de dire mais on ne peut pas faire de la coopération d'armement à 27, c'est impossible. Il y a des États qui n'ont rigoureusement aucune industrie, qui ont une recherche embryonnaire, et donc en fait ça va freiner, diluer l'effort de l'Union européenne en matière d'armement. Eh bien, la coopération structurée permanente a justement prévu cela en disant que les États qui adhéraient à la compétence, à la coopération structurée permanente, pouvaient seulement, le cas échéant, participer aux grands programmes européens d'équipement de défense. Donc on voit bien que partout, on a recherché la souplesse, on a recherché à faire en sorte que comment dirais-je, la proposition soit à la carte et non pas sous forme de menu où on est obligé de prendre la totalité et rien d'autre. On a donc cherché véritablement le pragmatisme, la souplesse et la progressivité.
Je note également que la coopération structurée permanente est compatible avec l'OTAN, parce que ça c'est aussi naturellement une difficulté. Est-ce qu'il s'agit d'un dispositif qui vise à concurrencer l'OTAN? Absolument pas. Le traité de Lisbonne est très clair à cet égard et précise que les États qui sont dans la coopération structurée permanente ne renoncent pas pour autant à ce que l'OTAN leur apporte en matière de défense. Alors, il y a ensuite évidemment des problèmes qui existent encore et qui sont très forts aujourd'hui. C'est le problème du financement de tout ça. Aujourd'hui, on sait que l'Union européenne se refuse à financer toute initiative dans le domaine de la défense. Néanmoins, il existe dans le traité de Lisbonne des possibilités qui sont certes des possibilités encore marginales, notamment la préparation de certaines actions, les actions préparatoires. Alors qu'est-ce que veut dire action préparatoire? À quel stade on remonte en amont d'une opération pour dire c'est à ce moment-là que l'action devient préparatoire? Là, la discussion est en cours, la réflexion est en cours, mais il y a sans doute une piste et il y aura sans doute d'autres pistes également. Voilà, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que cette coopération structurée permanente est en fait un outil tout à fait extraordinaire et qui, si on le mettait en œuvre, n'engage pas les États au-delà de ce qu'ils pourraient imaginer, mais leur permet de rentrer dans ce qu'on pourrait appeler une pépinière de l'Europe de la défense, où chacun vient et où, avec des stades progressifs, année après année, au fur et à mesure que les instances de l'Union européenne auront fixé des stades supérieurs de développement, les pays pourront eux-mêmes progresser ensemble. C'est donc une forme de pépinière de l'Europe de la défense, c'est-à-dire c'est pas du tout un dispositif où on vous dit, ben voilà, l'Europe c'est ça, alpha et oméga, pas du tout. C'est voilà, on a semé les graines, et on va les aider à pousser. Et puis s'il y a d'autres qui viennent, eh bien, ils pourront s'adjoindre et trouver leur place dans cette pépinière. Donc pragmatisme, souplesse, progressivité dans le développement du concept, une certaine forme d'autogestion, ce qui est étonnant dans les institutions européennes, car il est prévu que ce sont les pays qui sont dans la coopération structurée permanente, qui en font partie, qui en fait ont la direction de la coopération structurée permanente. Alors qu'habituellement, ce sont les institutions européennes qui tranchent le Conseil, que sais-je. Donc on voit bien que là, il y a vraiment un concept extrêmement particulier qui a été mis en place. Et puis, la coopération structurée permanente, je terminerai là-dessus, pourra être un stimulant très fort pour la base industrielle et technologique de défense européenne, ce qui est pour nous tous, évidemment, un réel besoin. Voilà. Donc, en fait, dans le traité de Lisbonne, il y a des outils. Il y a des outils pour faire avancer l'Europe de la défense si les États le souhaitent. Ils ont tous les outils, la souplesse, je l'ai dit. On sent aujourd'hui que l'Europe a besoin d'une défense qui s'organise mieux. C'est un besoin impérieux. On en est aujourd'hui à se poser la question de la volonté politique. Y aura-t-il la volonté politique pour lancer ce concept de coopération structurée permanente? Mais je suis optimiste, parce que c'est un dossier que je suis depuis 1998, donc je vois bien quelle était l'attitude des gens à qui j'en parlais en 1998. Personne ne savait ce que c'était, tout le monde me regardait comme si j'avais parlé un langage d'une autre planète. Et je vois qu'aujourd'hui, peu à peu, dans les contacts que j'ai, dans les rencontres que nous avons, y compris avec les Allemands et d'autres, cette coopération structurée permanente devient quelque chose, devient un objet qui prend forme et auquel les gens commencent à s'intéresser. Je trouve que c'est un bon début, ça doit nous rendre optimistes. Je voudrais rajouter un point, enfin, c'est dans le cadre de ce rapport, je pense que on doit prendre conscience, mais ça, qu'aucun pays européen ne peut prétendre à avoir individuellement un dispositif de défense complet en dehors de l'OTAN et puis de quelques accords bilatéraux. Et je crois que c'est l'intérêt quand même de relancer l'Europe de la défense, puisqu'on a quand même des ruptures capacitaires, y compris en France. Donc si on peut mutualiser davantage les capacités opérationnelles, le renseignement, je pense aux satellites radars, je pense aux avions ravitailleurs, ça devient quasiment une nécessité. Et je pense, y compris les Allemands, parce qu'on voit très bien qu'il y a quand même deux pays majeurs pour relancer l'Europe de la défense, c'est bien sûr l'Allemagne, et puis l'Angleterre, j'oublie pas non plus bien sûr la Pologne, ou l'Italie, ou l'Espagne, mais c'est quand même ces trois pays-là qui peuvent redonner une relance. Et lorsque nous étions à Berlin,
On a rencontré des parlementaires de la CDU d'ailleurs, qui étaient à nos côtés et qui ont également une volonté de relancer l'Europe en partant du traité de Lisbonne. Donc c'est un parcours, on n'en verra peut-être pas le bout, nous, en tant que parlementaires, mais je pense qu'il faut faire le premier pas. Et on a déjà fait des pas, il faut le renforcer. Et dans la mesure où le ministre de la Défense et le gouvernement actuel, mais le précédent aussi, ont la volonté de relancer l'Europe de la défense, nous, ce qu'on espère, c'est à travers notre rapport, c'est d'apporter effectivement, disons, une plus-value à ce concept et de faire avancer ce concept. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Mais moi, je suis convaincu de cette nécessité, en tout cas, et les audiences que nous avons pu avoir, les auditions et les rencontres me confirment bien, et là, on est tout à fait en osmose, en tout cas, tous les deux, sur ce dossier-là. On est au moins deux, quoi. Voilà. C'est déjà pas mal. Voilà. Jacques Méhard, on va voir s'il y en a un troisième. Non, il n'y en aura pas un troisième. Bon, je voudrais remercier l'enthousiasme de nos deux rapporteurs. Je crains fort que ça soit une idée d'avenir dans l'idée de Dieu, que ça va durer encore un peu de temps. Non, en réalité, on voit très bien que la boîte à outils, je suis d'accord notamment avec ce que vient de dire Yves Fromion, il y a une boîte à outils qui n'est pas si facile que ça à mettre en œuvre, puisque les coopérations renforcées doivent être décidées à la majorité qualifiée, qui renvoie à l'article 238. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Si ça avait été structurée permanente, mais elle, j'entends bien, mais elle se fait selon une décision à la majorité qualifiée de l'article 238. Et l'article 238, il y a quand même des critères, 55% de la population et je ne sais plus quoi encore. Bref, de ce côté-là, il y a quand même des verrous. Le problème, il est simple en matière de défense aujourd'hui, c'est de savoir si, d'abord, il y a deux niveaux. Il y a le niveau institutionnel, il y a surtout l'article 42, dernier alinéa, qui, je dirais, boucle le débat, notamment chez nos partenaires, à savoir que tout ce qui est acté au niveau européen, je vous le rappelle, n'est en rien tangenté par ce qui se passe au niveau de l'OTAN, et le texte est d'une telle clarté qu'il ruine tous les efforts, les engagements et la coopération dans ce domaine, et ça balaye toute la coopération en matière de défense au niveau européen. Demeure conforme aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, virgule, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective. Ça, c'est le même article 5, mais surtout, est l'instance de sa mise en œuvre. L'instance de sa mise en œuvre. Ce qui veut bien dire, et ça avait été souligné par nombreux observateurs, que rien ne peut se faire véritablement hors le temps pour nos partenaires européens. Ça, c'est le premier point. En revanche, où je crois qu'il peut y avoir effectivement une réelle coopération, c'est dans le domaine industriel, à une condition. Et ça se fera en dehors des traités. À une condition, c'est qu'il y a un programme qui soit lancé par un industriel avec un appui d'un État, qu'il y ait un pilote dans l'avion, et que les autres viennent effectivement s'agglutiner pour pouvoir sortir un projet industriel cohérent. À une condition, c'est que les Européens, dans leur ensemble, les États européens, fassent les efforts budgétaires suffisants pour construire une défense et avoir des équipements. Car aujourd'hui, on ne fait qu'additionner des canards boiteux. Et Yves Fromion le sait encore mieux que moi. Car à quoi ça sert de vouloir avoir une espèce de cadre institutionnel qui est théorique et qui est parfait sur le papier, si derrière, il n'y a pas de grain à moudre, comme dirait Bergeron. Il y a un moment, il faut que les budgets des États alimentent les projets industriels. Or, aujourd'hui, on voit très bien que ce n'est pas le cas et que nos partenaires européens, pour ne pas les nommer en dehors de l'Angleterre et de nous-mêmes, ont complètement aliéné leur effort de défense dans la main des Américains. C'est tout. C'est ça la réalité. Et donc, je veux bien croire qu'il y a une boîte à outils, pas si facile que ça à mettre en place, parce qu'il y a quand même un certain nombre de verrous, et puis surtout parce qu'il n'y a pas de volonté, comme vous l'avez souligné, de dépenser suffisamment pour la défense et de s'en remettre aux grands puissants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que moi, c'est plus de l'ordre de la remarque que de la question, puisque je suis arrivée en plus en cours de débat et je vous prie de m'excuser, mais c'est dur d'être dans deux endroits à la fois.
moi, il me semble que vos conclusions, et je reconnais le travail remarquable que vous faites, mais vos conclusions sont me semble-t-il, toujours dans le même sens. C'est-à-dire que si on repense à ce qu'on a entendu de Jacques Delors ce matin, qui dit que l'Europe de la défense, c'est pas encore mûr, c'est pas la priorité. Vous savez bien que moi, je viens d'une culture qui est une culture qui demande beaucoup de travailler sur la prévention des conflits. On voit bien que dans ce domaine-là, ça n'a pas beaucoup avancé. Donc, comment voyez-vous l'avenir là-dessus? C'est-à-dire que moi, ce que j'entends, je vais être un peu caricatural, hein, mais ce que j'entends, c'est on est d'accord pour faire l'Europe de ceux qui construisent et qui font effectivement de l'industrie pour tuer les autres une bonne partie de leur fonds de commerce. On n'est pas forcément d'accord pour la réalité de l'Europe de la défense, parce qu'on n'est pas chez les bisounours, celle qui protégerait réellement les populations européennes. Donc moi, je suis un peu partagée. J'ai l'impression qu'il y a encore des progrès à faire pour qu'on soit clair dans ce domaine-là. Et par exemple, l'exemple que vous avez pris, M. Fromion, je ne suis pas sûre que nos amis allemands soient aujourd'hui tout à fait sur ces logiques-là. Et puis tant que la Grande-Bretagne a cette particularité de dire je veux bien être dedans à condition d'être surtout dehors, comment peut-on effectivement être dans une réelle avancée d'une Europe de la défense que l'on puisse entendre au sens qu'elle est vraiment protectrice pour tous les peuples? J'étais provoque volontairement. Non, mais on sait que c'est pas un dossier facile. Non. Mais malgré tout, quand on regarde, enfin, c'est vrai que le Mali actuellement, il y a une difficulté parce que le Premier ministre vient de démissionner. Donc, mais on l'a démissionné. On l'a démissionné. Bon, je sais pas. Bon. Mais par exemple, si on prend l'exemple du Mali, il y a quand même sur le conflit du Mali, je pense qu'il y a une prise de conscience de l'Europe sur le fait qu'effectivement, on a une espèce d'État Sahel qui va se constituer aux portes de l'Europe. Et donc, ce qui veut dire que c'est quand même l'Europe qui se sent menacée. Et ce n'est pas uniquement la France ni l'Allemagne, c'est quand même l'Union européenne. Et le fait qu'on a effectivement... Comment ? Oui, peut-être, mais enfin, bon, c'est quand même et je pense que là, on a un exemple concret où il y a quand même une avance de fait. Alors ensuite, effectivement, c'est toujours la relation entre l'opinion publique et cette notion de défense. Bon, on a été traumatisé par la Deuxième Guerre mondiale. On le voit d'ailleurs. Quand on interroge les Allemands, l'opinion publique allemande, ils ne veulent pas, effectivement, que leur armée participe à des conflits. Mais ça peut se comprendre par rapport à l'histoire. Mais je pense qu'à un moment donné, quand vous voyez que des pays émergents augmentent leur budget de la défense d'une façon considérable, je pense à la Chine, je pense également à l'Inde et à d'autres pays, je pense que si, effectivement, nous, on dit c'est pas un problème, on n'a aucun danger, laissons les budgets se décroître. À mon avis, je crois qu'on fait. C'est pas ce que j'ai dit du tout. Hein. Non. Comment ? Voilà. Et moi, je pense que c'est une erreur. Et donc, voilà. Moi, je pense que c'est une erreur. Et puis, est-ce que les États-Unis, dans l'avenir, auront toujours la même attention vis-à-vis de l'Europe ? J'en suis pas convaincu parce que on voit très bien qu'ils sont quand même intéressés par tout ce qui se passe au niveau de l'Asie. Et donc, à un moment donné, il faudra qu'on prenne nos responsabilités. Et je pense, Madame la Présidente, qu'en 2013, je crois que c'est en novembre, décembre 2013, je pense que les chefs d'État doivent effectivement faire une communication sur l'Europe de la défense en fin d'année. Donc, nous, si après tout, on peut faire des propositions, non pas pour dire l'Europe, il faut qu'elle soit belligérante, pas du tout. Je pense que l'Europe, c'est quand même une grande démocratie qui est fondée sur les droits de l'homme, mais il faut quand même qu'on se protège et qu'on puisse agir là, effectivement, il y a des difficultés et des difficultés qui peuvent effectivement revenir en contresens par rapport à nos valeurs. J'ai bien dit qu'elle était provoque. Oui, non. Je réponds. Si vous me permettez de compléter... Si vous me permettez de compléter, Madame la Présidente, je crois qu'aujourd'hui, nul ne saurait prétendre que les avancées en matière de défense en Europe sont suffisamment significatives et sont satisfaisantes. Mais je me permets de vous inviter à lire le rapport que nous avons établi et qui fait un état des lieux de ce qui a été fait. Et vous verrez
et vous verrez combien de choses ont été faites, souvent sans grande publicité, sans ostentation, mais il faut savoir quand même que nos forces armées travaillent en permanence ensemble. Et lorsque l'on parlait de mutualisation, je voyais notre collègue Miard hocher la tête, mais aujourd'hui, le transport aérien militaire européen est structuré de façon collective. C'est-à-dire qu'il y a un état-major qui regroupe l'ensemble des forces européennes de transport militaire, qui est à Eindhoven en Allemagne, et le dispatching des moyens, qu'ils soient français, allemands, britanniques et autres, est fait par cet état-major d'Eindhoven. C'est-à-dire que si, par exemple, on a besoin en France d'un avion pour faire des exercices de parachutage pour entraîner nos troupes, eh bien, il n'est pas interdit de penser, et c'est d'ailleurs ce qui se passe, que ce soit un avion allemand qui arrive ou un avion d'une autre nation qui arrive pour faire l'opération. On l'a vu à l'occasion de certaines opérations. On a même vu à l'occasion de la Libye que certains de nos alliés européens ont contribué de façon discrète au fonctionnement des opérations. Donc il y a beaucoup de choses qui fonctionnent et je crois qu'il ne faut pas être exagérément pessimiste. Mais il est vrai que la défense touche à ce qu'il y a peut-être de plus régalien dans chaque État. Alors, on ne va pas imaginer, alors même qu'il n'y a pas de pouvoir politique en Europe qui est aujourd'hui capable, au fond, de donner à l'extérieur cette image de l'Europe, même s'il y a un haut représentant, on ne peut pas imaginer que les choses puissent aller très vite. Ce n'est pas possible. Tous les essais qui ont été tentés depuis la CED et autres ont démontré que c'était un sujet sur lequel il allait falloir avancer très pragmatiquement. Et ce que nous voulions dire, c'est que dans le traité de Lisbonne, il y a les outils qui permettent, si on le veut, d'avancer. Point n'est besoin aujourd'hui d'aller inventer encore d'autres choses. On dispose de la boîte à outils, elle est parfaitement adaptée. Alors, il y a toujours des arrangements, mais ça, c'est du détail. Mais on a les outils. Et il faut qu'on cesse de dire quand est-ce qu'on va réfléchir à... Mais tout a été dit, tout a été écrit de façon intelligente. Il nous reste donc maintenant à convaincre ceux qui ont la capacité de décider politiquement qu'ils ont les moyens d'avancer pragmatiquement, d'avancer sans conflit avec l'OTAN, d'avancer dans des conditions de confort intellectuel aussi satisfaisant que possible. Donc, je crois que les outils existent et ils sont de nature à sans doute permettre de stopper la débandade budgétaire qu'évoquait Jacques Mézard il y a un instant, parce qu'on ne demande pas aux gens d'augmenter leur budget, on leur demande d'accroître la part du budget qui est dédiée à ce qu'ils peuvent apporter à la défense européenne, à la défense collective. Voilà ce qu'on demande. Et il ne faut pas une mauvaise interprétation. Si on interprète les choses comme ça, eh bien, on a devant nous la possibilité de faire avancer les choses. Moi, je voudrais rajouter un point avant de laisser la question à M. Miard. Je voudrais rajouter un point. Par exemple, on a déjà des formations qui sont communes. Par exemple, les pilotes d'hélicoptères. On peut même améliorer les formations. Pourquoi pas former, on en a parlé, les parachutistes, par exemple, dont la France est bien placée pour les former. Donc on a des avancées. Et puis, il y a peut-être également, parce que c'est un rapport d'étape, je pense que le volet préventif, et le volet prévention, il faudra l'aborder, et c'est une bonne question. La question que je me suis posée, mais ça, on ne l'a pas abordé, on n'en a même pas discuté, parce qu'on a un livre blanc au niveau de la France. Pourquoi pas un livre blanc? Ça peut être également une étape, une réflexion, au moins une réflexion sur comment conçoivent les États l'Europe de la défense, même si l'idéal dans l'avenir, c'est que l'Europe soit plus politique. Ça, c'est mon point de vue personnel. Et puis, effectivement, peut-être dans 30 ans, 40 ans, on aura peut-être un ministre de la Défense européen. Bon, mais ça, on ne le verra peut-être pas, mais n'empêche que c'est quand même peut-être une idée qu'il faudra creuser. On a bien des responsables maintenant pour les affaires étrangères. Pourquoi pas pour la défense? Enfin, c'est pas vraiment un ministre des Affaires étrangères non plus. Alors, M. Miard vient réintervenir. Non, parce que je pense que simplement... Voilà, il y avait quand même pardon, le collègue vas-y. Pour ce que disait notre collègue Fromion, je pense qu'il a entièrement raison. L'OTAN a tout intérêt à avoir une défense européenne à côté d'eux. Parce que demain, comme vous dites, dans quelques années, je pense quand on voit les périls qu'il y a autour de notre Europe, je pense que comme souvent, tout se fera par moments contraint et forcé.
On l'a vu pour la Libye, on l'a vu ainsi de suite. Donc je crois qu'à un moment, quand on va être obligé d'y aller, il faudra y aller, il faudra y mettre les moyens. Mais je pense qu'il faut pas opposer. Je ne pense pas que l'OTAN soit opposée à une défense commune européenne. Je crois qu'au contraire, pour eux, ce sera un plus. Même si, effectivement, il y a le poids de l'histoire qui fait que. Mais je crois que, comme vous l'avez si bien dit, je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis regardent plus vers l'Asie que ce qu'ils vont regarder en Europe. Et à un moment, ils demanderont aux Européens de pouvoir aussi, c'est à eux, à nous, disons, Européens, de pouvoir mettre en place notre défense sans avoir toujours besoin d'un pilier. On en aura certainement besoin pour certaines opérations. Mais je pense que petit à petit, l'OTAN, enfin, tout au moins les États-Unis dans l'OTAN, s'ils peuvent mettre moins d'argent, ils seront bien contents d'en mettre un peu moins et d'avoir une Europe de la défense à côté. Jacques Méard. Oui, à mon avis, il y a un problème de sémantique que vient de souligner d'ailleurs Yves Fremion. Je crois que c'est une erreur de parler de défense européenne. Il faut parler de défense commune, ensemble de l'Europe, parce que ça restera, comme tu l'as si bien dit, des États qui dépensent suffisamment pour leur défense et qui sont alliés. Je rappelle que depuis 1947, et d'ailleurs depuis le traité de Bruxelles, si mes souvenirs sont exacts, la défense, l'article 5, qui est devenu l'article 5 OTAN ou l'article 5 UEO, il existe. Il a été repris dans le traité de Lisbonne, et c'est la base de l'action collective conformément à la charte. Donc ça, il n'y a rien de nouveau. Et nous sommes solidaires. Si l'Allemagne était attaquée, la France bougerait. C'est une hypothèse qui est aujourd'hui exclue, puisque les Panzerdivision du pacte de Varsovie sont rouillés. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas si simple, hein, votre coopération structurée. Parce que la majorité qualifiée, je vous rappelle qu'il faut 55% des membres représentant les États membres, hein, des membres du Conseil, et 65% de la population. Non, pas pour la CSP, non. Écoute, je suis désolé, je lis le traité, je le vois. La combinaison des articles 46, eh ben si, je veux pas, on vérifiera ça si tu veux après. Mais moi, je pense véritablement qu'il y a un autre problème qui va se poser. Et je vais vous donner un exemple que tu connais encore mieux que moi, parce que tu es encore plus ancien dans le schmilblick. Prenons le cas d'un certain nombre de coopérations en matière d'équipement. Nous coopérons par exemple le SNECMA, le fameux moteur qui équipe Airbus, qui est avec General Electric. Safran, oui, Safran, mais tu te souviens, c'est maintenant Safran. Voilà une coopération franco-américaine qui équipe 50% des avions civils dans le monde et qui n'est pas une coopération européenne. Donc il y a aujourd'hui, en matière d'offres et de coopération, elle est quasiment mondiale. D'ailleurs, le président Chirac avait dit, mais pourquoi pas aussi coopérer avec les Russes dans un certain nombre de transports militaires. Et donc on voit bien que l'isthme européen n'est pas, pour nous, et même pour les Anglais et les Allemands, la seule possibilité de coopération. En revanche, où je suis d'accord, c'est que sur le plan juridique, les alliances, elles sont européennes. C'est-à-dire que si la Finlande était attaquée, j'en sais rien, c'est une hypothèse, nous bougerions ensemble. Mais en matière de coopération industrielle, la donne est beaucoup plus ouverte que le laisse entendre ce que dit Lisbonne. Je dis toujours que lorsque M. Renault a voulu prendre une fiancée, il est allé chercher une japonaise. Et c'est ça la réalité du monde industriel, y compris en matière d'armement. Alors peut-être pas avec les Chinois tout de suite, vous voyez ce que je veux dire. Mais même avec les Américains, c'est parfois difficile. Bon, mais donc on voit bien qu'aujourd'hui, la donne n'est plus strictement européenne en matière de coopération industrielle. Merci. Non, mais j'ai dû très mal m'expliquer. Mais non. Sur la partie industrielle, c'est justement là où la mécanique qui est proposée est la plus intelligente et la mieux adaptée. Parce que, comme je l'ai souligné, les États qui rentreront dans la coopération structurée permanente ne sont pas obligés de participer aux programmes européens. Et deuxièmement,
peut-être que ça je ne l'avais pas dit, la coopération structurée permanente n'exclut pas toute autre forme de coopération, de relations bilatérales et autres, notamment dans le domaine de l'armement. Je ne vois pas comment on se passerait aujourd'hui de coopération avec les Américains en matière d'armement, puisqu'il y a des tas de domaines où nous sommes dépendants sur les technos les plus sophistiqués. Donc de toute façon, il n'est pas question d'éviter ça. Et puis pour terminer sur l'intérêt d'avoir une défense européenne, bon, la question de l'intégration de la Turquie dans l'Europe. Imaginons que les choses aient été plus vite et qu'on les fait rentrer dans l'Union. On serait aujourd'hui borderline de la plus grosse poudrière du monde. La Syrie, l'Irak, tout ça. Et oui. Non, mais je veux dire qu'au-delà de ça, on ne pourrait pas se désintéresser de cette question. Et on serait complètement borderline d'un des problèmes les plus difficiles à résoudre aujourd'hui. Ce qui veut bien dire que l'Europe ne peut pas se désintéresser dans les questions de défense, sans remettre uniquement à l'OTAN, parce que de toute façon, l'OTAN, dans cette affaire-là, est présent, mais oui, on est bien d'accord. Mais l'Union européenne, à partir du moment où la Turquie serait un membre de l'Union européenne, et oui. Et donc, on ne peut pas dire qu'on va intervenir au bénéfice de l'un des membres de l'Union européenne si on n'a pas les capacités militaires pour le faire. Alors, si je puis me permettre, puisque c'est un rapport d'étape, je crois que vu c'est le cas de le dire, pour préparer la paix, bien entendu, nous n'allons pas changer les points de vue, mais je pense aussi que la Turquie, pour le coup, c'est une illustration. Je ne suis pas sûre qu'à l'heure actuelle, la Turquie coincée entre la poudrière qu'on vient de citer, l'Iran, la Russie qui n'est pas loin, et une Europe qui est toujours proche et lointaine, soit dans une situation extrêmement tranquille. Donc je propose que, effectivement, nos deux rapporteurs fassent l'étape suivante, nous disent un peu plus finement par rapport aux questions qui ont été posées. Je suis ravie de voir qu'ils veulent bien prendre en compte aussi la logique de prévention des conflits, qui ne réglera pas tout, mais qui est aussi une logique qu'il faut peut-être développer un petit peu plus, et puis que dans quelques temps, il nous fasse un second rapport qui sera plus d'étape. Voilà. Au mois de mars. Merci à vous tous, en tout cas. Et bonne fin de soirée en attendant.